Fréquence Évasion. Les politiques s'expriment en toute liberté. Fréquence Évasion, le grand forum, c'est dans quelques instants. Dans quelques instants sur Fréquence Évasion, nous serons en compagnie de François Asselineau, c'est le grand forum. À tout de suite. Fréquence Évasion. Bonjour François Asselineau, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, quelle a été votre réaction à l'annonce du nom grec hier ? Écoutez, c'est une réaction mélangée. Je ne peux pas dire que j'ai été déçu. J'aurais été très déçu si le oui l'avait emporté, comme les sondages l'avaient laissé parfois entendre. Donc fondamentalement, je préfère bien sûr que le non l'ait emporté. Cela étant, il y a beaucoup de choses à dire sur ce référendum, et ce référendum était en fait biaisé, parce que la vraie question n'était pas posée. C'est le vrai problème qui est posé par ce référendum, c'est qu'il demandait aux Grecs s'ils voulaient rester dans l'euro, auquel cas il fallait voter oui, ou bien rester dans l'euro, auquel cas il fallait voter non. Le choix, c'était rester dans l'euro ou rester dans l'euro. Dans le premier cas, c'était rester dans l'euro en acceptant les réformes imposées par la Troïka, par le Fonds monétaire international, la Banque centrale européenne et la Commission. Dans le deuxième cas, c'était rester dans l'euro, mais en renégociant, en poursuivant les négociations pour essayer d'obtenir un petit peu mieux, notamment un rabais sur la dette en provenance sans doute du FMI. Donc la question qui manquait, c'était est-ce que vous voulez, oui ou non, sortir de l'euro? Et ça, cette question n'a pas eu lieu. Alors on demande aux Grecs de revenir à la table de négociation. Est-ce que vous pensez qu'il en sortira quelque chose? Et quoi justement? Si vous me le permettez, j'aurais préféré, avant de répondre à cette question, je vais répondre dans un instant, j'aurais préféré que l'on commente les résultats. Oui, alors allez-y. Les résultats n'ont pas été bien présentés, comme d'habitude d'ailleurs, au peuple français. Alors déjà, on a pendant des semaines, et notamment au cours des derniers jours, on a mélangé les sujets, on a fait croire que le gouvernement Syriza voulait sortir de l'euro, on a fait croire au cours des derniers jours que le référendum c'était pour ou contre la sortie de l'euro. Je viens de rappeler qu'il n'en était rien. Deuxièmement, les résultats ne sont pas correctement présentés aux Français pour une raison simple, c'est que l'on fait comme si les abstentionnistes, les bulletins blancs et les bulletins nuls n'existaient pas. Alors, les vrais résultats sont les suivants. Si vous additionnez les gens qui se sont abstenus, et je crois, il me semble que le vote est obligatoire en Grèce, d'ailleurs, au passage. Donc le fait de s'abstenir, ce n'est pas rien. Ça veut dire bien sûr. On encourt une amende. Si on additionne les abstentionnistes plus les blancs et nuls, on obtient 41,1% des électeurs grecs inscrits. Et je rappelle que le Parti communiste grec, le KKE, ainsi qu'un certain nombre de syndicats, avaient justement appelé à s'abstenir à voter blanc ou nul, justement parce qu'ils considéraient que la question n'était pas bien posée, et que la vraie question qui devait être posée aux Grecs, c'est de savoir s'ils voulaient ou non sortir de l'euro. Donc ça, cet aspect-là des choses est complètement gommé dans les médias. C'est d'autant plus scandaleux que 41,1% des inscrits ont voté blanc, nul ou se sont abstenus. Il y a d'ailleurs eu 5,8% des suffrages, enfin des votants qui ont voté blanc et nul, ce qui est très important. Ça veut donc dire qu'ils arrivent en tête. Ensuite, toujours par rapport aux inscrits, les non représentent 36,1% des inscrits. Donc en gros, c'est un gros tiers des Grecs qui sont allés voter non. Et enfin, le oui a recueilli 22,8% des inscrits, c'est-à-dire qu'il y a un gros cinquième des Grecs qui sont allés voter oui. Alors, ça, ainsi replacé en perspective, on s'aperçoit que le débat, il est en train d'échapper, y compris à M. Tsipras, y compris à Syriza. C'est qu'il y a 41%, je le répète, des Grecs qui ne sont pas allés voter ou qui ont voté blanc et nul, donc qui ont refusé cette consultation alors que le vote est obligatoire. Et autre élément de constatation, c'est que puisque 22% des Grecs sont allés voter oui, ça veut dire qu'il y a 78% des Grecs qui ne veulent pas des électeurs inscrits, qui ne veulent pas des politiques imposées par la Commission européenne, par les traités européens. On a donc la confirmation une nouvelle fois que la construction européenne est une dictature. Je pèse mes mots. C'est colossal. 78% des Grecs ont refusé d'aller, ont fait autre chose qu'aller voter oui. Il y a donc, et ce qui est vrai en Grèce, on le trouve partout ailleurs. Si en France il y avait un référendum qui était serein, où on posait
les questions françaises de façon claire, nette. Il y a un vrai débat qui est pris Bruxelles. Je suis persuadé qu'on trouverait quelque chose à peu près comparable. Je pense qu'il y a en France que 15 à 20% des Français qui approuvent les décisions stratégiques qui sont prises par l'Europe. On a donc bien affaire à une dictature. Alors le fait d'être convié à la table des négociations, est-ce que ça peut apporter quelque chose? Quel est votre sentiment justement sur ce sujet? Alors là, on est, quand vous me posez cette question, nous sommes le 6 juillet à 16h. Je le précise parce que les événements sont quand même extrêmement évolutifs. Et en fait, je crois que beaucoup de choses peuvent arriver. Nous, à l'Union populaire républicaine, nous avons depuis le début une lecture plus que méfiante de Syriza et de M. Tsipras. Pourquoi? D'abord parce que c'est un mouvement qui a été extrêmement médiatisé. Donc ça, c'est la première chose. On sait que M. Tsipras, il a fait des déplacements à l'étranger sur financement de M. Georges Soros. On sait que son ministre des Finances, qui vient d'ailleurs de démissionner, M. Varoufakis, a été comment dirais-je, a travaillé pendant plusieurs années dans une université dans le Texas, qu'il est assez proche d'un certain nombre de milieux de think tank américains. Donc nous, tous ces éléments sont des éléments qui nous donnent à penser qu'il fallait regarder ça avec méfiance. C'est d'autant plus à regarder avec méfiance que depuis que le mouvement Tsipras est arrivé au pouvoir, enfin avant d'ailleurs qu'il y arrive, et depuis lors, le gouvernement de M. Tsipras n'a jamais expliqué aux Grecs pourquoi ça ne marchait pas. Il n'a jamais expliqué aux Grecs, il n'a pas fait cet effort d'éducation populaire que nous faisons, que je fais personnellement depuis plus de 8 ans à l'UPR. Moi, je parcours la France pour expliquer aux gens qui veulent bien m'écouter les raisons pour lesquelles ça ne marche pas, les raisons pour lesquelles l'euro de toute façon explosera, les raisons pour lesquelles il y a tant de délocalisation, d'appauvrissement, etc. Or, M. Tsipras et Syriza n'ont pas fait ça. Ils n'ont jamais expliqué le problème posé par une monnaie plurinationale. En gros, je schématise, mais en gros, ils font porter le chapeau à Mme Merkel, aux Allemands, et puis plus généralement aux institutions financières comme le VFMI et la Banque Centrale Européenne. Je ne dis pas, je suis pas là pour défendre bien entendu le VFMI et la BCE, mais c'est un peu facile parce qu'il n'y a aucune réflexion structurelle, et non seulement il n'y a pas de réflexion structurelle, mais en plus de ça, ils font croire aux Grecs qu'une autre Europe serait possible. C'est ça le Alors on va voir justement si une autre Europe est possible. Alors à ce propos, bien entendu, je sais qu'il y a en France que Syriza a suscité de la sympathie chez beaucoup de Français, parce qu'ils sont contents, beaucoup de Français, et moi-même je partage en partie ce sentiment, ils sont quand même contents de voir que Syriza trouble la donne, bouleverse les équilibres, et lance en fait, et met la Commission européenne dans une situation qui est inédite. Donc tout ça c'est vrai. Cependant, la position de Syriza et de la Grèce n'est pas une position moralement très sympathique. Si vous y réfléchissez bien, ça veut dire quoi en fait la position de Syriza? Ça veut dire, oui, nous avons des dettes, c'est aux autres de les payer. Et on comprend dans ces conditions que l'Allemagne, qui est le principal bailleur de fonds, mais la France aussi, en France, assez curieusement, personne n'évoque le coût de la Grèce pour les Français, ou très très peu, ça se chiffre potentiellement en milliards d'euros. Donc, il y a en fait un vrai problème, c'est que, vu d'un certain nombre de pays du Nord, ils considèrent que la Grèce se comporte mal, si j'ose dire, qu'elle ne remplit pas les obligations du club monétaire dans lequel elle est, et que donc, que les aides, c'est la théorie de l'Europe du Nord, c'est la théorie notamment des Allemands, c'est-à-dire que on fournit des aides à condition que la Grèce se réforme, que les pays bénéficiaires se réforment, c'est le cas pour tous les pays du Sud. Donc ça, c'est la vision du Nord. Et puis la vision du Sud, c'est de dire, mais nous, en gros, on a déjà fait assez d'efforts comme ça, c'est à vous de continuer à payer. Le résultat, c'est que l'on voit une animosité croissante. Quand je dis animosité, c'est pour ne pas dire un mot plus fort, qu'il y a entre des Allemands et les Grecs qui se développe, c'est-à-dire que l'euro est en train de provoquer une résurgence des antagonismes nationaux. Alors face à ça, ce qui est tout à fait intéressant, et je ne crois pas que ça a été beaucoup noté non plus dans les médias, c'est qu'il y a deux types de réactions, notamment chez les responsables politiques français.
Il y a d'un côté ceux que j'appellerais les européistes, les européistes à moitié réalistes, c'est-à-dire ceux qui considèrent qu'il y a encore des différences entre les peuples et les nations à l'intérieur de l'Europe, et qu'il faut des disciplines et des règles. Donc ça, c'est plutôt les européistes de droite, qui eux donc en sont arrivés à la conclusion qu'on pouvait pas continuer avec la Grèce et qu'il allait falloir que la Grèce sorte de l'euro. Donc vous avez eu en France des déclarations allant dans ce sens de M. Giscard d'Estaing, qui a dit qu'il fallait que la Grèce sorte de l'euro, de M. Lagarde de l'UDI, comment dirais-je, d'un certain nombre de représentants de la politique française. Je pense aussi à Alain Juppé, qui a dit tout à l'heure, je crois, qu'il fallait que la Grèce sorte de l'euro. Et puis au niveau international, on trouvera cette position chez des dirigeants plutôt de droite aussi, comme Angela Merkel ou bien M. Rajoy en Espagne. Donc ça, c'est la première version, c'est-à-dire, si la Grèce reste dans l'euro, il faut qu'elle respecte les disciplines comme tout le monde. Et puis, il y a un autre volet qui serait ceux que j'appellerais les européistes utopistes, qui, eux, considèrent qu'il faut faire un grand saut fédéral, et en fait qu'il faut imposer un peuple européen qui soit solidaire en tout. Et là, dans ce système-là, on mettra M. Tsipras, justement, parce que M. Tsipras, encore une fois, et son gouvernement refusent bec et ongle de sortir de l'Union européenne et de l'euro. Ils disent non, on fait partie de la même famille, et en fait, c'est à vous de nous payer. Voilà, c'est comme un enfant qui a un ado qui serait chez ses parents et qui, qui aurait 25 ans, et puis qui serait au chômage et qui considère que c'est aux parents de subvenir à ses besoins ou motifs qui fait partie de la famille. Voilà. Donc là, vous avez M. Tsipras, mais en France, vous avez par exemple M. Macron, le ministre des Finances, là, qui a pris le contre-pied tout à l'heure de M. Juppé. M. Juppé disait qu'il fallait que la Grèce sorte de l'euro. Lui, il dit non, pas du tout. Il n'en est pas du tout question. Et d'ailleurs, si je comprends bien, c'est un peu la position du gouvernement qui se dessine actuellement. C'est-à-dire, en gros, il faut aider la Grèce dans tous les cas de figure. Alors, c'est un vrai débat parce que ça permet de voir qu'il est difficile de répondre à la question que vous me posez parce qu'on ne sait pas des deux tendances qui se télescopent au niveau européen, celle qui va l'emporter entre ceux qui vont dans la lignée de certains dirigeants allemands qui veulent faire preuve d'inflexibilité et donc qui peuvent amener finalement la Grèce à sortir de l'euro, qu'elle le veuille ou pas, parce qu'ils seront inflexibles, et puis ceux qui au contraire sont en faveur de la création au forceps d'un peuple européen, c'est-à-dire que l'on puisse ponctionner par exemple les Allemands, les Français, les Néerlandais régulièrement pour les pays du Sud. Alors face à tout ça, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a un acteur qui est peu présent médiatiquement mais qui est très présent dans les coulisses, qui s'appelle les États-Unis d'Amérique. Oui. Je l'ai déjà dit, vu de Washington, je suis absolument certain qu'à Washington, on voit tout ceci avec inquiétude et on ne veut surtout pas que la Grèce sorte de l'euro ni de l'Union européenne. Pour une raison qui a d'ailleurs été résumée de façon assez amusante il y a quelques semaines par le prix Nobel d'économie américain Joseph Stiglitz, qui a dit le principal risque si la Grèce sort de l'euro, c'est que dans 2 ans, elle se porte beaucoup mieux. Oui. C'est de façon drôle, mais parce qu'évidemment, si la Grèce sortait de l'euro et que dans 2 ans, alors sans doute que pendant 6 mois, il y aura des troubles, ça c'est probable, mais que dans 2 ans, du fait justement d'une monnaie qui se serait beaucoup dépréciée, donc qui aurait relancé considérablement les exportations, freiner les importations, rééquilibrer le commerce extérieur, etc., redonner aussi une marge de manœuvre aux autorités publiques grecques. Si dans 2 ans la Grèce se portait beaucoup mieux, ça serait évidemment un effet terrible pour les États-Unis et leur dominion, comme je l'appelle, une espèce de colonie qu'ils ont installée en Europe occidentale avec la construction européenne. Dans 2 ans, c'est 2017, c'est le moment où il y aura un référendum du Royaume-Uni sur la sortie de l'Union européenne. Voilà, alors j'ajouterais pour conclure pour cette question que M. Tsipras et son entourage ont toujours annoncé, avant l'annonce du référendum, depuis l'annonce du référendum et depuis le résultat du référendum, ils n'ont jamais varié sur le fait que de toute façon, ils resteraient dans l'euro et dans l'Union européenne. Je note que le ministre de l'économie, M. Varoufakis, a présenté sa démission ce matin.
Et si j'ai bien compris, c'est parce que c'est une espèce, comment dirais-je, Monsieur Tsipras, le Premier ministre grec, a donné ça comme gage aux partenaires européens du fait que le gouvernement grec allait s'assagir. Il est vrai que M. Varoufakis a eu des propos, il a traité les banquiers de terroristes ce week-end, donc je crois qu'il avait eu des propos qui avaient, d'un simple point de vue des relations humaines, cabré les autres participants. Moi, je vois que dans l'éviction de M. Varoufakis, c'est quand même assez curieux. Donc, je pense que c'est du jamais vu. Un gouvernement qui fait un référendum qui l'emporte haut la main avec 61%. Le lendemain, l'un des principaux responsables du gouvernement présente sa démission alors qu'il avait dit qu'il démissionnait. C'est curieux. Qu'il emportait. Bon, ça veut dire qu'à mon avis, là, il sert de fusible et c'est un message qu'on voit à Tsipras. Alors j'ajoute, vous l'avez peut-être vu, un dernier point, c'est que selon le Financial Times, qui est un journal, le grand journal du monde économique mondialisé, il y en a deux, il y a le Wall Street Journal et le Financial Times. Selon le Financial Times de Londres, M. Tsipras aurait envoyé secrètement une lettre dès le 1er juillet pour dire que finalement il accepterait à peu près tout, mais après le référendum. Donc moi, ce que je pense, si je vais prendre un pari, c'est bien audacieux, mais si je devais prendre un pari, je prendrais le pari que ça va se terminer, et après encore de nouvelles séries de négociations, je pense que ça va se terminer un petit peu en pantalonnade, et que M. Tsipras, il souhaite avoir sans doute encore il veut essayer de gratter encore quelques trucs, par exemple, peut-être effacer encore un petit peu certains éléments de la dette, des choses comme ça, et ils vont trouver une cote. Moi, je pense que une cote mal taillée va être trouvée qui essaiera de sauver la face à tout le monde. Ce qui permettra d'ailleurs aux élites européennes, d'ailleurs vous voyez, nous sommes très démocratiques, nous avons tenu compte du vote des Grecs, alors que comme je l'ai rappelé tout à l'heure, le vote des Grecs, c'est quand même les Grecs principalement, ils se sont abstenus, ils ont voté blanc et nul, c'est-à-dire que principalement les Grecs, on leur a pas soumis la question fondamentale, est-ce que vous voulez ou non sortir de l'euro. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Fréquence Évasion. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur. fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour, nous sommes toujours en compagnie de François Asselineau. Alors on dit que l'Autriche organiserait un référendum pour sortir de l'Union. Alors ça n'est pas, que je sache, ça n'est pas encore fait. Il y a en Autriche un système que nous d'ailleurs nous voulons installer en France si nous arrivons au pouvoir. C'est le référendum d'initiative populaire. On n'est pas les seuls d'ailleurs à le proposer, mais je crois qu'il faut vraiment qu'on aille de l'avant sur cette question. Donc en Autriche, il y a ce système. Et il y a donc une pétition qui avait été lancée il y a plusieurs mois par un mouvement citoyen qui d'ailleurs n'est pas sans rappeler l'UPR, puisque c'est un mouvement qui se situe au-dessus ou au-delà du clivage droite-gauche et qui focalise son action sur la sortie de l'Union européenne pour rétablir la démocratie en Autriche. Alors eux, ils ont le droit de pétition, ils ont rassemblé plus de 230 000 signatures, c'est-à-dire ils ont réussi la bagatelle d'avoir 4,8% des électeurs inscrits qui ont quand même signé cette pétition. Donc la pétition est recevable, il faut qu'elle dépasse un certain plancher qu'elle a dépassé, et elle est donc actuellement à l'examen au Parlement autrichien, dans la capitale, à Vienne, qui doit étudier ça. Enfin, si j'ai bien compris, mais je suis pas un expert des institutions autrichiennes, si j'ai bien compris, le Parlement autrichien va ensuite dire s'il y a matière ou non à procéder à un référendum. Alors ça, c'est un petit peu le vice du système en Autriche, c'est-à-dire que le référendum n'est pas aussi automatique qu'il ne l'est par exemple en Suisse avec les votations. Là, il y a quand même le Parlement qui doit donner son feu vert devant la pétition. Alors j'ignore totalement ce que va faire le Parlement. Comme la majorité au Parlement autrichien est européiste, il est possible qu'ils trouvent je ne sais quelle argutie pour expliquer que finalement ils ne peuvent pas organiser ce référendum. À mon avis, ce serait encore une fois une nouvelle preuve de dictature.
rupture et ça ne pourrait que renforcer le mécontentement qu'il y a en Autriche comme dans tous les pays d'Europe. Il est possible aussi qu'ils décident finalement de procéder à un référendum. Si tel était le cas, à ce moment-là, on se retrouverait avec quand même 2 pays de l'Union européenne. Le Royaume-Uni, qui l'a annoncé, M. Cameron l'a annoncé, ça a été repris par la reine Elisabeth II dans le discours du trône où elle a annoncé le discours de politique générale de son Premier ministre reconduit suite aux élections générales qui ont eu lieu récemment. Donc, si ça a été annoncé de la bouche même de la souveraine, ça veut dire qu'on ne peut plus faire machine arrière au Royaume-Uni. Donc, il va bien y avoir un référendum en 2017 au Royaume-Uni pour ou contre la sortie de l'Union européenne. Et il n'est pas impossible, l'affaire est à suivre, il n'est pas impossible qu'il y ait aussi un référendum en Autriche sur le même sujet. Notez bien d'ailleurs que ce sont des vrais référendums, ceux-là, c'est-à-dire que là on pose la vraie question, oui ou non vous voulez sortir de l'Union européenne. Ça n'est pas le référendum fallacieux qui a fait de Tsipras, c'est une question qui est un faux dilemme en fait. Alors on a l'impression que c'est l'amorce d'un effet contagion, d'une réaction en chaîne des États pour sortir justement de l'Union européenne. Alors je ne sais pas si on peut aller jusqu'à dire que de toute façon, vous avez quand même raison. On voit bien que, c'est pas moi qui veux dire le contraire. J'ai créé l'Union populaire républicaine le 25 mars 2007. Et donc, vous le savez, vous avez eu la gentillesse de m'inviter à plusieurs reprises. Donc, les auditeurs le savent bien. J'ai créé ce mouvement le 25 mars 2007. Je peux vous assurer que pendant mes premières années, proposer aux Français de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, j'étais considéré comme un fou furieux. Voilà. Donc le mouvement se développait lentement. Depuis, il y a eu malheureusement l'affaire de la crise en Grèce, la crise à Chypre, la crise des subprimes, l'effondrement économique, financier, industriel, agricole, en matière de services également de la France et de beaucoup de pays de l'Europe de l'Ouest. Puis également la montée des bruits de bots, puisque maintenant de plus en plus de gens commencent à se rendre compte que même la seule chose qui restait encore à l'Europe, c'est-à-dire les gens disaient l'Europe c'est la paix, même ça les gens commencent à se rendre compte que c'est faux, et que l'Europe en fait nous place sous la tutelle américaine, c'est l'article 42 du traité de l'Union européenne qui nous place sur la tutelle de l'OTAN, et donc beaucoup de Français notamment, mais ailleurs aussi en Europe, se rendent compte qu'on est en train d'être entraîné vers la guerre, notamment vis-à-vis de la Russie, et vis-à-vis du monde arabe, la Russie, l'affaire ukrainienne est dans tous les esprits. Alors en effet, moi je constate que s'agissant de l'UPR, notre mouvement, je le pense, est le mouvement en plus forte croissance actuellement en France. Nous sommes très forts, on a dépassé les 8000 adhérents il y a quelques jours, ce qui n'est pas gigantesque, mais c'est quand même plus que EELV et le NPR, les nouveaux partis anticapitalistes de M. Besancenot réunis. Et que les autres partis politiques sont plutôt sur le déclin, voire c'est une bérésina. Nous développons bien malgré la quasi-interdiction qui nous est faite de nous exprimer dans les médias de très grande diffusion. Donc ceci a un sens, et effectivement, vous avez raison, on retrouve ça dans les autres pays de l'Union européenne, où il y a un mécontentement croissant. Alors ce qu'il faut bien voir, et ça c'est important je crois, ce qu'il faut bien voir, c'est que les dirigeants, les concepteurs de la construction européenne savent parfaitement que la marmite est en train de bouillir dans tous les pays. Bon. Donc ils essayent un peu partout de trouver ce que nous appelons des partis leurs, c'est-à-dire des mouvements qui font semblant d'être les porte-paroles du mécontentement des peuples, mais proposent des solutions, des fausses solutions, qui en fait finissent par neutraliser les revendications. Voilà. Donc là en Grèce on en voit Karl Littmann, c'est-à-dire que Syriza est ultra médiatisé, mais en fait au bout du compte il propose le statu quo, c'est-à-dire il propose de rester dans l'Union européenne et dans l'euro. En revanche en Grèce vous avez des mouvements politiques qui sont, nous avons un parti partenaire qui s'appelle EPAM, qui comme nous veut sortir de l'Union européenne et de l'euro, et qui comme nous est absolument interdit des médias de grande diffusion. Le Parti communiste que j'évoquais tout à l'heure, le KKE grec, n'est repris dans aucun média français, alors que finalement, les syndicats qui ont appelé à l'abstention blanc et nul, finalement, ont obtenu un résultat, comme je le disais en préambule, non négligeable dans cette affaire. Alors on trouve le même système dans les autres pays d'Europe.
Vous connaissez quelle est notre analyse. Nous disons que, par exemple, en Espagne, les médias promeuvent actuellement Podemos, qui était un peu l'équivalent de Syriza, avec un responsable là qui a une queue de cheval. Alors, à partir du moment où il y a une queue de cheval et où il s'habille en jean, on croit que c'est moderne, que c'est révolutionnaire. C'est comme Varoufakis qui arrivait et qui partait de son ministère des Finances en moto. Mais ça, c'est la révolution pour Midinès. En fait, le responsable de Podemos, il a beau porter toutes les queues de cheval et les jeans qu'il veut, il trouve que l'euro c'est formidable et qu'il faut y rester. Voilà. Et à droite, ils ont mis un peu l'équivalent qui s'appelle Ciudadanos. Alors là, c'est pas le même genre, c'est le style, vous savez, costume, cravate, voilà, le genre idéal. Mais c'est le même genre, c'est lui aussi. C'est un mouvement qui se prétend un mouvement de citoyens, mais qui en fait, c'est toujours la même histoire. Il s'agit de changer d'Europe, de rester dans l'euro, de modifier ci, modifier ça. C'est-à-dire en fait le statu quo. Et en France, nous avons la même chose. Alors, c'est pas vos auditeurs s'ils se rappellent mes précédentes interventions qui vont être surpris de ce que je vais dire. Mais en France, nous avons la même chose. Nous avons le Front de gauche en France, qui est en gros l'équivalent de Podemos en Espagne ou de Syriza en Grèce. C'est-à-dire que c'est des hurlements, c'est des cris, c'est des protestations, mais au bout du compte, il s'agit de rester toujours dans l'Union européenne et dans l'euro. On n'avance pas. Et puis côté droit, nous avons le Front National et DLF de M. Dupont-Aignan qui, comme Podemos, comme Ciudadanos en Espagne, ou comme ANEL en Grèce, puisque ANEL c'est le parti souverainiste de droite qui a fait alliance avec Syriza pour le pouvoir, eh bien ils sont pour une autre Europe. Je répète, encore une fois, je sais que ça surprend toujours les auditeurs qui me soupçonnent de ne pas dire la vérité, c'est pourtant vrai. Et le Front National ne propose pas du tout de sortir de l'euro ni de l'Union européenne. À l'article 50, ils évoquent une autre Europe et puis l'hypothèse que si ça ne marchait pas, alors peut-être qu'il faudrait faire un référendum. Tout ça, ça veut dire reporter ça au calendre. Ça veut dire qu'il n'y a aucune analyse qui est faite au Front National ou à DLF ou au Front de gauche sur les raisons pour lesquelles ça ne marche pas, les raisons pourquoi depuis maintenant 30 ans, quels sont tout l'effort d'éducation populaire que l'UPR fait, eh bien il n'est pas fait. D'ailleurs, et pour conclure, lorsque Syriza est arrivé au pouvoir, ça a été un concert de félicitations en France qui venait justement du Front de gauche et du Front National et de DLF, et donc qui s'assemblent d'une certaine façon. Ce sont ce qu'on appelle des mouvements leurs. Voilà, ça me permet d'ailleurs au passage de répondre par l'intérieur de votre radio à certains qui parfois nous écrivent en disant faut absolument que vous fassiez une alliance avec les patriotes, il faut absolument se rassembler, il y en a marre des querelles d'ego, etc. Mais c'est pas des querelles d'ego, c'est absolument pas des querelles d'ego, c'est une divergence fondamentale de lignes politiques et de stratégie. Nous sommes, l'UPR a toujours dit, et nous sommes prêts à faire une alliance, à faire des alliances avec tout mouvement politique qui dira nous sommes définitivement, résolument et sans modification en faveur de la sortie de l'Union européenne de l'euro par l'article 50 du traité de l'Union européenne de façon sereine, juridique et unilatérale, ainsi que de la sortie de l'OTAN par l'article 13 du traité de l'Atlantique Nord. Et nous souhaitons un rassemblement au-dessus du clivage droite-gauche, et donc on met de côté les clivages en gauche pour rassembler le maximum de gens. Ben nous, toutes les personnes qui seraient d'accord avec ça, on fait alliance avec eux, justement. Malheureusement, ça achoppe à ce point-là, parce que les autres ne nous suivent pas. Voilà. Il faut que ce soit clair. Voilà, mais si vous voulez, en fait, c'est ça. Le problème auquel on est confronté, les Français sont très très mécontents, enfin vous le savez. Ah oui. C'est moins qu'on puisse dire. Les gens sont extrêmement mécontents de la situation actuelle, mais il faut bien comprendre qu'ils portent une part de responsabilité s'ils ne font pas preuve de la plus grande précision possible au moment où ils examinent les programmes. Vous comprenez ? C'est-à-dire que nous avons mis notre point d'honneur, c'est même la marque de fabrique de l'UPR depuis que je l'ai créée, c'est que nous, c'est toujours absolument dénué d'ambiguïté, c'est toujours parfaitement clair. Nous refusons les clairs obscurs, les ambiguïtés permanentes de ces mouvements politiques, alors les champions, c'est sans doute le Front National, on a recensé 14, 15, 16 versions
du Front National sur ce qu'il faut faire vis-à-vis de l'euro et de l'Union européenne. Alors, de temps en temps, on a un cyber-militant qui nous dit « C'est pas vrai, Madame Le Pen a proposé de sortir de l'euro le 28 février à 2h50 sur Radio Berry-Sud. » Mais on regarde ça, en général, c'est pas vrai. Et surtout, on peut trouver d'autres déclarations où il dit le contraire. Voilà, donc ça, ce sont des roueries, des ruses politiciennes que l'on trouve au FM, qu'on trouve chez DLF, qu'on trouve au Front de gauche, qu'on trouve bien entendu, j'en parle même pas, chez les Républicains, ou bien au MoDem, ou au PS. Enfin, mais le MoDem, le PS et l'ex-UMP, à la limite, on sait à quoi s'en tenir sur eux. Je veux dire, tout le monde a bien compris qu'ils étaient totalement inféodés à l'oligarchie industrielle et financière, à l'oligarchie euro-atlantiste, aux autorités américaines. Donc ça, je crois que ça ne surprend plus grand monde. En revanche, c'est vrai que les autres partis d'opposition qui sont agités dans les médias devant les Français, mais il y a beaucoup de Français qui prennent ça pour argent comptant au simple fait qu'on les a présentés sur TF1 comme étant un opposant. Il faut bien que les Français comprennent que les vrais opposants, eh bien, ils ne passent pas sur TF1. Voilà. Et s'ils passent, ils passeront en 15 secondes, mais ils ne vont pas passer régulièrement. Donc on est dans cette situation. Les vrais opposants, en tout cas c'est ce que je pense, ils passent sur une radio comme celle que vous animez, sur des télévisions de la bande FM, sur des radios de la bande FM, parce que les grands médias, pour l'instant encore, leur refusent l'accès à leurs antennes. Alors pour terminer, quelques mots sur votre voyage à Saint-Denis de la Réunion. Comment s'est passée cette visite ? Je vois que vous vous tenez bien informé de la vie interne de notre gouvernement. Je vous en remercie. Honnêtement, ça s'est très très bien passé. D'abord, c'est la magie d'Internet. Je n'étais pas allé, enfin, je connaissais l'île de la Réunion pour y avoir fait une mission il y a 28 ans dans le cadre de l'inspection des finances, mais je n'y étais pas allé depuis que j'avais créé l'UPR. Or, nous avions sur place une 60aine d'adhérents. Nous en avons maintenant plus de 85. On a fait 25 adhésions à l'occasion de ces quelques jours que je suis passé sur place. J'ai pu noter que les adhérents c'est une chose, mais les sympathisants en est encore une autre, qu'on a quand même beaucoup de gens qui nous suivent. En plus de ça, les valeurs qui sont celles de l'UPR correspondent très bien à une île comme la Réunion, et j'allais dire plus généralement comme les départements d'outre-mer. Pourquoi ? D'abord parce que nous avons une ligne qui est quand même une ligne sur intransigeante sur la défense de l'indépendance, de la souveraineté nationale, du rayonnement de la France dans le monde. Donc, dans ces départements, il y a quand même un très fort attachement à la France. Je rappelle que l'île de la Réunion a toujours été française depuis sa découverte. Elle a été peuplée par des Français, elle a toujours été française. Il y a un très fort attachement à la France. Donc ça, c'est le premier point. Et ils sont sensibles à notre discours et à nos analyses et notre programme qui s'inscrivent dans 2000 ans d'indépendance nationale. Certains disent que nous sommes un mouvement gaulliste. On revendique pas du tout cet adjectif. C'est vrai que je cite souvent Charles de Gaulle, qu'on s'inspire un peu un peu beaucoup même de la France libre et du Conseil national de la résistance, puisque notre programme s'en inspire directement. Mais on s'inspire aussi même de tous les rois de France et présidents de la République qui ont, pendant plus d'un millénaire, défendu notre indépendance nationale. Donc tout ça, ça parle beaucoup à beaucoup de gens dans les départements d'outre-mer. Et il y a aussi autre chose qui leur parle beaucoup, c'est que nous sommes intransigeants également dans l'égalité entre les citoyens, dans le refus de tout racisme, de tout antisémitisme, de toute islamophobie, de tout ce qui concerne de stigmatiser quelqu'un en fonction de ses origines ethniques ou de ses convictions religieuses. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs le Front National a fait des scores aussi faibles d'ailleurs dans tout l'outre-mer français, parce que ça ne passe absolument pas, notamment dans une société comme l'île de la Réunion, où il y a un composé assez extraordinaire de Français de tous les horizons, venus d'Afrique, venus de l'Inde, venus de France au XVIIe siècle, venus de Chine, etc. Donc ça fait cette espèce de cohabitation qui, à l'île de la Réunion, est globalement très harmonieuse. Je dis globalement parce que il peut y avoir évidemment, il y a un très fort taux de chômage, il peut y avoir des frictions ici ou là, mais globalement c'est une société très très harmonieuse. Et le discours que nous tenons est un discours qui est extrêmement apprécié. Voilà, beaucoup de Réunionnais se retrouvent en nous. Alors ce que j'ai pu noter, c'est que nous avons notamment eu un accès beaucoup plus facile à la Réunion qu'aux grands médias. Même RFO et
et Antenne Première, qui sont les deux télévisions qui ont la plus forte audience, nous ont ouvert leurs antennes. Pas pendant des heures, mais enfin j'ai eu droit à 2 minutes 30 sur RFO et à 5 minutes 30 sur un journal sur Antenne Première qui a la plus forte audience. Et ça, c'est quelque chose qu'on est bien en peine d'avoir en oui, c'est sûr. Voilà. Et au-delà, on a eu des journalistes, des pharmaciens, des médecins, des dirigeants d'entreprise, des agriculteurs, des personnels navigants commerciaux sur les compagnies aériennes, beaucoup de gens, des étudiants, des retraités, beaucoup de gens qui viennent nous voir et qui montrent que nos analyses et notre programme parlent en fait à beaucoup de gens, encore une fois, de tous les horizons, de droite, du centre, de gauche, des Français de toutes les convictions religieuses. Donc ça nous donne beaucoup d'espoir pour la suite. Alors pour terminer, est-ce que vous auriez un message particulier adressé aux auditeurs? Alors le message que j'adresserai, c'est, je dirais, deux choses. La première, c'est que notre mouvement politique va se présenter aux élections régionales, donc qui auront lieu le 6 et le 13 décembre prochain. Nous allons présenter les listes dans toutes les circonscriptions de France métropolitaine et également outre-mer, par exemple à l'île de la Réunion. C'était l'un des objets de mon déplacement. Ça veut dire au passage que notre mouvement politique s'incruste et se développe, puisqu'il faut trouver quand même plus de 1600 candidats et candidates pour pouvoir déposer ces listes, et nous y parvenons, donc ça montre que notre mouvement se développe. Alors, premier message, c'est ça que je voulais leur dire. Et s'agissant de l'Île-de-France, qui sont là où comment dirais-je, vos auditeurs résident majoritairement, je serai le candidat tête de liste en Île-de-France, et j'espère améliorer notre score de façon substantielle, le score que nous avions fait aux européennes. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, il est vraiment important que vos auditeurs, d'ailleurs s'ils vous écoutent, c'est justement qu'ils sont sensibles à la musique différente que vous diffusez, c'est-à-dire que vous donnez la parole à des gens qui n'ont en général pas la parole. Il faut que vos auditeurs fassent preuve vraiment de discernement et qu'ils appliquent ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'ils aillent regarder minutieusement les programmes politiques et surtout qu'ils voient ce qui n'est pas dit. Ce qui est important chez un responsable politique ou dans un programme politique, ce n'est pas ce qui est dit ou ce qui est écrit, c'est justement ce qui n'est pas dit et ce qui n'est pas écrit. Lorsque vous voyez les professions de foi de Mme Le Pen ou M. Dupont-Aignan en 2012 à l'élection présidentielle, où il n'y a pas un mot sur l'Union européenne, sur la sortie de l'Union européenne, et ni même sur la sortie de l'euro, ça veut dire qu'il y a quelque chose de louche. Vous comprenez? Oui, c'est quand même le grand sujet le plus fondamental, ça veut dire que c'est louche. De même que lorsque le référendum de M. Tsipras, la question qui est posée, il a oublié de poser la question est-ce que vous voulez sortir de l'euro, ça veut dire que c'est louche. Or quand c'est flou, comme dit il y a un loup. C'est flou, c'est qu'il y a un loup. Voilà. Oui, tout à fait. Alors nous allons rappeler l'adresse du site internet de l'Union populaire républicaine, c'est www.upr.fr. Merci François Asselineau, vous revenez quand vous voulez. Merci beaucoup, à bientôt. Fréquence Évasion.